Bonjour, bienvenue, c'est Guillaume de Goulet et l'équipe basket, le podcast de la réaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle basket. Cette semaine, j'aimerais qu'on s'intéresse tous ensemble au cas du prodige slovène Luka Doncic. Il a 19 ans, il est titulaire depuis le début de la saison avec les Dallas Mavericks, qu'il est en train d'emmener jusqu'aux portes des playoffs. Les Mavericks font même partie des 8 équipes pour le moment à l'Ouest qualifiées pour les playoffs, ce qui n'est pas une sinécure dans cette conférence extrêmement relevée. Il a 19 ans, le garçon. Il a été drafté seulement 3e par les Atlanta Hawks, qui n'ont eu comme bonne idée de l'échanger avec Trae Young dans la foulée aux Mavericks. Alors on peut se demander si les Atlanta Hawks n'ont pas un petit regret, si les Suns, qui auraient pu le drafter en premier, n'ont pas un petit regret, parce que le garçon, il marche sur les traces des plus grands. Il est déjà quasiment le meilleur joueur de son équipe, deuxième marqueur, deuxième rebondeur, deuxième passeur, plus gros temps de jeu, bref, on va y revenir. À seulement 19 ans, les Américains n'ont-ils pas un petit peu sous-estimé Luka Doncic ? Est-ce que ce garçon ne mérite pas déjà d'être au All-Star Game dès sa première saison rookie ? Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre tous ensemble avec un casting trié sur le volet, comme d'habitude, juste en face de moi, souriante et motivée comme jamais. Elle est prête sur ce sujet, on l'a révisé. Liliane Trévisan. Bonjour Lily. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi, je souris, le sujet me fait sourire. Xavier Colombani qui lui aussi a affûté ses arguments depuis 2 jours sur le duel, notamment Doncic-Petrovic. Il est très branché histoire, Xavier. Salut Xavier. Salut à tous, et moi je souris pas, non. Et on le voit pas sourire, mais on imagine qu'il a la banane. C'est Maxime Mallet, parce que lui il a la chance souvent de le voir jouer, Luka Doncic, puisqu'il est aux États-Unis, à New York. Salut Max. Salut à tous. Voilà, vous connaissez le casting, vous connaissez le thème, alors on prend comme d'habitude une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Il aura 20 ans en février, il a joué 26 matchs déjà avec les Dallas Mavericks, 26 matchs en tant que titulaire, 32 minutes, le plus gros temps de jeu de son équipe, je le disais en préambule, 18 points, 7 rebonds, 4,5 passes de moyenne par match. Luka Doncic est déjà à seulement 19 ans le joueur majeur des Dallas Mavericks qui, en début de saison, n'était pas vraiment promis à jouer les premiers rôles. On les imaginait plutôt en queue de peloton dans la conférence Ouest. Là, pour le moment, ils ont un bilan positif, tellement positif, 15 victoires, 12 défaites, malgré la défaite la nuit dernière contre les Suns, tellement positif qu'ils sont 7e à l'Ouest, donc potentiellement qualifiés pour les playoffs. Question simple, Liliane, est-ce que les Américains n'ont tout simplement pas sous-estimé Luka Doncic, puisqu'on le rappelle, il n'a pas été drafté en première position par Phoenix qui avait le choix, mais seulement en 3e par les Hawks qui donc l'ont expédié directement à Dallas. Alors je ne sais pas si on peut parler d'une quelconque sous-estimation des Américains qui effectivement ont toujours des attitudes un peu bizarres vis-à-vis des joueurs européens. Pour la draft, bon effectivement, 3e choix, peut-être que voilà, la draft c'est souvent très politique, très stratégique, il y a beaucoup de négociations, mais je ne pense pas qu'on le sous-estime et je crois que la meilleure preuve en est qu'aujourd'hui, si vous lisez la presse américaine, il y a un énorme débat dans pas mal de journaux américains qui s'occupent de très près de la NBA, qui disent est-ce que Doncic mérite d'être au All-Star Game ? Donc le fait que les médias eux-mêmes se posent la question prouve bien que tout le monde a l'œil sur Luka Doncic, que tout le monde est en train de se rendre compte que ce gamin est en train d'accomplir des choses que peu de joueurs ont fait avant lui à cet âge-là. Et effectivement, le fait qu'on pose la question est-ce qu'il mérite aux États-Unis, on se pose la question est-ce qu'il mérite d'être au All-Star Game, c'est déjà qu'effectivement il y a débat sur la question et que Doncic, le cas de Luka Doncic interpelle beaucoup. Voilà. Alors est-ce qu'il mérite d'y être ou pas ? Alors évidemment, après c'est compliqué à décider. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est rookie. Ça ne pèse pas en sa faveur. J'ai regardé dans l'histoire du All-Star Game, a priori... Moi aussi. Voilà, il y a eu 45 joueurs rookies qui ont été appelés au All-Star Game. Très peu ont été titulaires. Et quand je vous parle des 45, on les connaît. C'est les Jabbar, Bird, Magic, Jordan, Olajuwon, David Robinson. Enfin bon, voilà. C'est que du Hall of Fame. C'est que des joueurs Hall of Fame. C'est des superstars, ce que n'est pas encore Luka Doncic. Donc voilà, et les rookies passent difficilement le cut. Et sur les 25 dernières années, ils sont 2 à avoir été choisis par les coachs pour intégrer le All-Star Game. 2 rookies sur les 25 dernières années, dont Blake Griffin et le deuxième, ça va me revenir... LeBron James. Ah non, LeBron James, c'était pas LeBron James. C'était Blake Griffin et Tim Duncan. Voilà. Tim Duncan, sur les 25 dernières années, sont les 2 seuls rookies à avoir passé le cut pour intégrer la sélection au All-Star Game. Donc c'est pas énorme. Être un rookie, être européen de surcroît, effectivement, ça plaide pas forcément en sa faveur. Maintenant, une chose est claire,
c'est le meneur titulaire de Dallas, c'est le patron, on va dire, de Dallas dans le jeu. C'est lui qui imprime le jeu, qui lance les systèmes. Il a ramené cette équipe qui était moribonde l'année dernière, qui était à 29% de victoire, à la position d'une équipe qui va probablement aller en play-off, voire qui pour l'instant effectivement est dans les 8 de sa conférence, mais peut-être encore, malgré l'accident à Phoenix récemment, peut-être encore aller beaucoup plus haut. Donc effectivement, vu l'impact là que personne ne peut nier qu'il a sur toute une équipe et la performance qu'il a faite de tirer cette équipe vers le haut alors qu'elle était moribonde l'année dernière, oui, on peut dire que c'est un élément, 19 ans, des stats qui tiennent la route, un impact vrai sur le destin de son équipe. Donc oui, là, ça peut justifier qu'effectivement, il soit sélectionnable au All-Star Game. Xavier, Liliane disait, le meneur de son équipe, il est quoi, Luka Doncic? On le voit jouer à l'arrière, à la main, aux 2 postes d'ailier. En fait, il y a juste le poste de pivot qui ne peut pas tenir Luka Doncic. C'est assez incroyable, ça, non? Oui, enfin c'est propre quand même du basket d'aujourd'hui, qui est un basket où les positions deviennent relativement aléatoires, dû aux formes de jeu, dû à l'évolution. Ça veut dire que physique. lui, il est capable de jouer partout, pareil. Aussi. N'exagérons rien. Alors déjà, est-ce qu'il est capable de défendre partout? C'est une question. Il faudrait déjà savoir s'il est capable de véritablement défendre fort. En attaque, il est capable de faire énormément de choses, mais j'insiste là-dessus, quand on fait du small ball, votre arrière parfois se retrouve ailier fort, oui, par définition, il peut jouer un peu partout, mais on va dire que dans le basket, il fait 2 mètres, il n'est pas fluet. En fait, ce qui lui permet de jouer partout, c'est sa technique et son calme. C'est ça qui fait la différence. Il affronte des joueurs qui ont parfois 5, 6, 8 ans d'expérience dans la ligue et qui honnêtement connaissent beaucoup moins bien le basket que lui, ça se voit à 30 km. Si vous me demandez qui est le meneur à Dallas par exemple, dans les listings, si vous regardez de façon très théorique, c'est Donnie Smith Jr. et lui est arrière. Si vous avez regardé quelques matchs de Dallas, ça ne veut absolument rien dire. Donnie Smith Jr. ne joue que pour lui-même. On sent qu'il a une peur panique de la place que lui prend dans les systèmes de jeu Luka Doncic. Donc dès qu'il a la balle, il attaque. D'ailleurs, c'est son jeu à la base. Voilà. Luka Doncic est censé être un arrière, c'est lui qui fait le jeu. C'est lui qui fait le jeu pour lui, pour les autres. Et pour Donnie Smith. Quand Donnie Smith marque, alors que Donnie Smith ne donne pas la balle, c'est Luka Doncic qui la donne à Donnie Smith. Et d'ailleurs, pour moi, il va partir un de ces jours parce qu'on va lui donner les clés basiquement à Doncic. Maxime, pour poser la question autrement, est-ce que Phoenix s'est pas un petit peu planté en choisissant Phoenix qui avait le premier choix de la dernière draft, en choisissant DeAndre Ayton, alors qui fait des stats intéressantes, le pivot d'Arizona, 15 points de rebond. Est-ce qu'ils ne se sont pas plantés tout simplement en se disant Doncic, il est MVP du Final Four de l'Euroleague, il est champion d'Europe avec la Slovénie, mais bon, ça reste un Européen de 19 ans, 2 mètres, à peine 100 kilos. Ce qui pose question aussi, c'est qu'ils avaient quand même quelqu'un qui le connaît plutôt bien, Doncic, leur coach, Kokoškov, qui était le coach de la Slovénie à l'Euro. Donc c'est vrai que ça a interrogé. Ça a interrogé aussi pourquoi Sacramento, peut-être parce que DeAndre Ayton, il y avait quand même plutôt un consensus ici qu'il avait vraiment le niveau d'un numéro 1. Doncic, pour les observateurs, était plutôt très bien perçu, mais c'est vrai qu'on avait l'impression que dans certains états-majors, pour revenir à la question du départ sur les sous-estimés, plus chez certains états-majors des équipes que dans les médias ou les spécialistes de la draft aux États-Unis. Donc, à l'heure actuelle, oui, je pense que Phoenix comme Sacramento doivent un petit peu se les bouffer, comme on dit. Après, la draft, de plus en plus de ces dernières années, on draft des potentiels à 3 à 5 ans et pas forcément le joueur qui est le plus prêt pour jouer dans la ligue tout de suite. Ça, quasiment tout le monde s'accordait à dire que Doncic était le joueur qui était vraiment le prêt à avoir un impact tout de suite dans la ligue, alors que DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Trae Young étaient plus des projets à moyen terme. Moi, je pense qu'on fait une erreur. Du moins, c'est intéressant d'en parler, mais je pense qu'on fait une erreur si on axe tout sur l'idée qu'il a été sous-estimé parce qu'il est européen. On a une ère du scouting international où tout le monde connaît tout sur tout. Où les managers généraux, les présidents des opérations basket sont au courant de tout et savent tout et ont perdu énormément de préjugés. Par contre, il y en a un qui demeure. C'est celui que les intérieurs, les joueurs de grande taille sont rares. Et on sait historiquement qu'à la draft, les joueurs de grande taille sont toujours pris en premier. DeAndre Ayton,
c'est 2,18 m, c'est un mec qui est capable de shooter à 4 mètres. C'est extrêmement rare. C'était quasi sûr qu'il allait partir en premier parce qu'on se dit que derrière, on a peut-être 5 ans avant de revoir quelqu'un comme ça. Même si c'est pas si simple. Parce qu'il y en a quand même, Karl Anthony Towns et tout. Il y en a. Joel Embiid, il y en a. Mais regardez la draft 84, la fameuse draft 84. Jordan 3e derrière Hakeem Olajuwon et Sam Bowie. Peut-être que dans 10 ans, on en parlera de la même façon. Mais pas oublier que Olajuwon était quand même premier. Olajuwon, c'est pas n'importe quel joueur. Et DeAndre Ayton, quand on dit est-ce que Phoenix va se les manger, on ne sait pas ce que va devenir DeAndre Ayton. Bon, les fans des Suns aujourd'hui sont un peu déçus parce que le joueur est lymphatique. Mais demain, ça peut être quelque chose aussi. Pour le moment, les Suns se trimballent en fond de cale en conférence Ouest. C'est les seuls dont on est sans sûr à l'Ouest qui meneur, font pas les avec Devin playoffs. Booker qui est blessé, une reconstruction, un effectif qui est mal fagoté. Je ne pense pas qu'il soit responsable de ça. Est-ce que l'association, puisque Dirk Nowitzki a fait son grand début à 40 ans la nuit dernière avec les Mavericks, c'est l'association des deux Européens, de deux peut-être des futurs meilleurs Européens de la NBA, Dirk Nowitzki, le papy, et puis la jeune pépite Luka Doncic, ça peut faire des étincelles ensemble. Je crois que j'ai une énorme admiration pour Dirk Nowitzki, qui est un prototype de joueur exceptionnel, qui a fait une carrière rare et qui d'ailleurs est entré dans l'histoire de la NBA la nuit dernière. Je crois que c'était la nuit dernière le match contre eux, en devenant le premier joueur à passer 21 ans dans la même franchise, dans la même équipe. Ce qui en NBA aujourd'hui, c'est paléontologique. Enfin, ça n'existe plus. C'est même plus envisageable. C'est même plus un dinosaure. Voilà. Après, côté jeu, Dirk Nowitzki, on sait tous qu'il est un peu sur la pente descendante, il va vers sa fin de carrière, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il a en commun avec Luka Doncic une culture du jeu extrêmement poussée, c'est-à-dire une connaissance du jeu, cette espèce de IQ, de QI que les coachs américains apprécient, cette connaissance du jeu. Et effectivement, vu leurs postes respectifs, vu l'impact qu'ils peuvent avoir tous les deux, aussi bien offensivement que défensivement, peut-être un peu moins pour Nowitzki maintenant, qui est quand même un peu plus, on va dire, un peu moins tonique, un peu moins tranchant. Oui, je pense que Dallas a tout à gagner en culture de jeu, en fait. Voilà, en maîtrise du jeu, en connaissance du jeu. Moi, je pense l'inverse. Pardon, on va laisser parler Maxime aussi, mais je pense que le retour de Dirk Nowitzki est une mauvaise chose. Ça fait des années en fait qu'il le regarde jouer alors qu'il est plus aussi dominant qu'avant. C'est un joueur très particulier qui a besoin de jouer énormément en isolation. Et en fait, ils ont retardé leur reconstruction par respect, ce qui est formidable d'une certaine manière humainement, mais par respect pour ce joueur qui n'est plus capable de les porter. Là, il revient, c'est une distraction. Il va encore falloir compenser sa défense. Il va encore falloir accepter sa façon de jouer. Et je pense que leur bon résultat venait du fait qu'ils ne jouaient pas. Non pas pour dire que c'est un poids, mais pour dire que c'est trop difficile de l'intégrer aujourd'hui à cette équipe. Maxime, tu portes le même regard aussi dur que Xavier sur le retour au jeu de Dirk Nowitzki ? C'est difficile de juger après un match et de savoir vraiment ce que Rick Carlisle et Dirk Nowitzki ont en tête en termes de temps de jeu, d'impact. C'est vrai que ça ressemble plus à un passage de flambeau entre deux générations, ces 3 quarts de saison là où ils vont jouer tous les deux peut-être un petit peu ensemble, que quelque chose qui va avoir un véritable impact au niveau du jeu. Je pense que Nowitzki est, comme on le dit, un joueur intelligent qui va pas se mettre en travers des bons résultats de son équipe et qui, tout le monde, Rick Carlisle est un des coachs les mieux installés, donc il peut faire ce qu'il veut. C'est le deuxième plus ancien en poste après Popovic, donc et Spoelstra. Tout le monde peut agir vraiment pour le bien de l'équipe. Il n'y a pas d'agenda, on va dire, un petit peu caché pour les uns ou de postes à défendre pour les autres. Donc je pense que s'ils voient que donner 15-20 minutes à Nowitzki, ça pose problème, on s'orientera plus vers 10 minutes et tout le monde fera ça avec classe. Alors il y a un joueur auquel Luka Doncic est beaucoup comparé depuis ses débuts, évidemment, parce qu'il est originaire, on va dire, globalement de l'ex-Yougoslavie. C'est bien sûr Dražen Petrović, le premier Européen qui a vraiment marqué la NBA, l'icône Dražen Petrović. J'ai envie de vous demander si déjà cette comparaison elle est juste. Je rappellerai simplement la première saison avec les Nets, avec Portland, de Petrović, c'était en 89-90. Il avait 25 ans déjà, Dražen. C'était 7 points, une passe, un rebond en moyenne par match. Alors il jouait très peu. Alors
C'est un peu le problème de comparer deux époques de la NBA différentes, deux époques de jeu où les paramètres du jeu n'étaient pas les mêmes. Enfin bon, voilà, c'est hallucinant ce qu'on peut dire de Drazen Petrovic. Qu'est-ce qu'il avait en plus par rapport à Luka Doncic? Il avait en plus que quand il est arrivé en NBA, il avait quand même beaucoup plus gagné en Europe que Luka Doncic, qui a été champion d'Europe en club, qui a été champion d'Europe en sélection. Drazen Petrovic, il a été double champion d'Europe. Il a fait ses premiers JO, ce que n'a jamais connu Luka Doncic, à 20 ans, en 84 à Los Angeles, les médailles de bronze. Il a eu 2 autres médailles d'argent par la suite. Il a été champion du monde en 90 avec la Yougoslavie. Enfin, je veux dire, il a un vécu international qui est quand même largement supérieur à celui de Doncic, encore une fois dans un autre contexte évidemment, même le jeu européen était différent dans ces années-là, et il est arrivé beaucoup plus tardivement en NBA, ce qui n'est pas un avantage. Voilà, il est arrivé déjà plus tard en joueur plus mature en NBA. Il a fait le banc à Portland. Ça ne s'est pas super bien passé à Portland. On n'a pas cru en lui. Il a ciré le banc. C'est un mec qui n'est pas fait pour ça. On se souvient qu'en NBA, il a quand même enflammé plusieurs chroniques parce que c'était quelqu'un, contrairement à Luka Doncic, qui est un garçon bien élevé plutôt sur le terrain. Drazen Petrovic, c'était une partie de son jeu, était un énorme provocateur. Il adorait mettre le feu, non pas seulement offensivement, ce qu'il faisait super bien, parce que c'était un incroyable joueur d'attaque, mais il adorait mettre le feu, il adorait provoquer ses adversaires, ses prises de bec avec Reggie Miller, même Michael Jordan, John Starks, qui était à l'époque un des pires pitbulls de la NBA. Voilà, ça faisait monter l'adrénaline partout où il passait. Voilà, le problème, c'est qu'il est arrivé tardivement en NBA et qu'il a fallu qu'il attende d'arriver aux Nets, notamment pour sa dernière saison aux Nets en 92-93. C'est l'année où il s'est tué sur une autoroute allemande un petit peu plus tard, à 28 ans. Il était à plus de 22 points de moyenne. Il faisait partie des 15 meilleurs scoreurs NBA. Et croyez-le ou non, il n'a pas été sélectionné pour le All-Star Game de cette année-là, en 93. Et ça a été une énorme déception pour lui. Il l'a très très mal vécu. Xavier, ouais, tu faisais non aussi de la tête. Je pense qu'on peut totalement comparer Drazen Petrovic à Luka Doncic parce qu'il y a un talent tel chez l'un comme chez l'autre et il y a une précocité telle chez l'un comme chez l'autre qu'effectivement ils sont dans des eaux où ils sont très peu nombreux. Donc effectivement on peut les comparer. Par contre moi qui adore prendre appui sur les stats et les palmarès, c'est juste totalement impossible à cause justement des différences d'époque et rien que par exemple si on les compare âge par âge. C'est-à-dire en gros à 18 ans et à 19 ans et 10 mois. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que Drazen Petrovic est déjà allé 2 fois en finale de la Coupe Korac, mais c'est la C3. Et que Luka Doncic, lui, a déjà gagné l'Euroleague. Sauf que c'était une époque où les meilleurs Européens étaient en Europe. Donc les compétitions étaient, même si c'était la C3, c'était plus fort. Donc c'est très difficilement comparable. Si on regarde par contre l'équipe nationale, là c'est intéressant. On remarque quand même qu'au même âge, la Yougoslavie a déjà été médaillée de bronze au JO. Et qu'il était le meilleur joueur de son équipe. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Luka Doncic. Et d'ailleurs, il était avec Dali Pagic, et ça ressemble à ce qu'a fait Luka Doncic avec Goran Dragic à l'Euro. Donc là-dessus, je pense qu'on est sur des temps de passage similaires. Mais vraiment, ce qui reste, c'est, je pense, une impression très subjective. Et là, je pense que oui, il y a quelque chose entre les deux. Maxime, comment c'est perçu? Pareil, même question, aux États-Unis, il a cette étiquette un petit peu de nouveau Petrovic dans le dos, Doncic, ou on l'a oublié, Drazen Petrovic en NBA? Non, on l'a pas oublié, c'est un joueur. L'an dernier d'ailleurs, les Nets avaient vous savez souvent lors de matchs, on remet des cadeaux, des figurines, des choses comme ça. Il y avait une figurine de Drazen Petrovic la saison dernière lors d'un match des Nets. Donc non, c'est quelqu'un qui a laissé une vraie marque. Après, les comparaisons avec Petrovic sont pas forcément légion. Une des comparaisons que j'ai vues récemment qui surprend un peu au premier abord, c'est qu'on le compare à James Harden un petit peu. Et en fait, il y a un détail très particulier sur lequel les deux joueurs se ressemblent. La barbe ? Non, pas encore. Je pense qu'il va falloir quelques années pour ça. Le Movember, c'est pas trop pour Doncic, j'ai l'impression. Non, c'est la capacité à s'arrêter vraiment extrêmement rapidement. Ils sont dans les 10% des joueurs qui sont capables de partir dans un sens et de s'arrêter instantanément. Et c'est vrai qu'on a aperçu un peu ça récemment, notamment face à James Harden, quand il a fait sa série de 11 points pour renverser complètement le match contre Houston Rockets. On l'a vu avec ce step back, tir à 3 points après avoir fait un pas de recul où il perd quasiment tout le temps ses adversaires et il s'offre un tir plutôt ouvert
malgré la défense qui était sur lui au départ de l'action. Donc c'est une des comparaisons. Ils disent pas que c'est les mêmes joueurs, mais voilà, il y a des petits points de comparaison comme ça assez marrants. Pour précision, c'est une comparaison qui a été faite par Goran Dragic lui-même. Et les arguments, c'était de dire l'un et l'autre manquent de vitesse, l'un et l'autre défendent peu, mais l'un et l'autre ont un talent tel qu'ils peuvent tout faire. Oui, c'est ça qui frappe avec lui, c'est qu'on a l'impression qu'il a réponse quasiment à tout, systématiquement. La bonne passe, le bon geste, le bon shoot. Et puis surtout, une caractéristique qui marque les grands joueurs, quelle que soit la discipline qu'ils pratiquent, c'est une espèce d'aisance, de tranquillité, de sérénité. Et ça, en général, ça ne trompe pas. Voilà, c'est la preuve de quelqu'un qui est très lucide dans ce qu'il fait et de quelqu'un qui est complètement en maîtrise, en contrôle. Et c'est ce que je disais, la différence avec Petrovic, c'est que Petrovic était capable non seulement de faire perdre contrôle à ses adversaires en les chambrant, les insultant, en faisant du trash talking, comme on dit. Luka Doncic, il n'a pas cette arme-là, visiblement, mais il n'en a pas besoin non plus. Donc, effectivement, ce qui est surprenant pour un garçon aussi jeune, c'est sa maîtrise des paramètres du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ça va lui arriver. Il va être dans le dur. Il va y avoir des matchs où il sera dans le dur. Le fameux rookie wall. Voilà, to hit the rookie wall, ça arrive à un moment ou à un autre où il va être effectivement un peu plus dans le dur. Il va peut-être connaître des matchs compliqués. En plus, il va être de plus en plus ciblé. Il va être de plus en plus étudié, de plus en plus défendu. Même si, je te coupe Lily, mais même si en fait cet été, il a pu profiter d'un été off finalement. Parce que comme il n'y avait pas de compétition internationale, merci à la FIBA, on en profite. Comme il n'y avait pas d'Euro, par exemple, ou de championnat du monde. Oui. Du coup, il a pu entre guillemets se reposer après l'Euroleague et puis travailler peut-être physiquement pour tenir le choc. 82 matchs, certes, il joue beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'entraînement, mais enfin, il faut quand même la tenir la saison NBA. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en général, ces joueurs européens de top niveau sortent de compétition et enchaînent peu de temps après avec la NBA. Et lui aura eu le bonheur d'un été un petit peu qu'il a pu gérer comme il l'entendait, au mieux. Mais voilà, je pense qu'il va quand même avoir un moment dans la saison, forcément un coup de moins bien. Mais ce qui est remarquable chez lui, c'est que je pense que ça ne le paniquera pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas du coup commencer à douter, commencer à ne plus faire des choses, à ne plus prendre des shoots, à ne plus attaquer parce qu'il se sentira moins bien. Parce qu'il a cette... encore une fois, il a cette intelligence du jeu. Je ne dis pas que c'est spécifiquement européen, mais je dis que c'est très partagé par les joueurs qui ont fait une carrière européenne au haut niveau, en Euroleague, en sélection, en championnat d'Europe, etc. Donc je pense qu'effectivement, même s'il va être dans le dur, alors excepté la blessure, qui effectivement est toujours... mais je crois que c'est quelqu'un qui a l'air, en plus, il a un côté un peu indestructible, il a l'air de passer à travers tout, il a l'air vraiment, encore une fois, de gérer tous les paramètres du match, parce qu'il doit prendre des coups, ça ne doit pas être facile, mais on a l'impression que rien ne peut lui arriver, en fait. Voilà. Mais oui, c'est bluffant, et en ça, il se rapproche de Petrovic par cette capacité à pouvoir tout faire dans un match, cette capacité à pouvoir s'ajuster à toutes les situations, et à trouver une réponse à toutes les situations. Alors, oui, je pense qu'on va le voir encore aller plus haut, je pense. On va le voir aller plus haut. Après, ça ne veut pas dire qu'il sera au All-Star Game, encore une fois. Harden, Petrovic, quand même des comparaisons très très belles. Moi, j'en ferai encore une. Pour moi, il me fait plutôt penser à LeBron, tout simplement, pour une raison très simple, c'est qu'il a été attendu très 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 tôt. Il a été annoncé extrêmement tôt. Le Real l'a pris, c'était un gamin total. Et à chacune de ses progressions, à chacune de ses arrivées, il fait ça comme si c'était d'une facilité. LeBron, je vois que ça là-dessus. La domination physique en moins, peut-être. Oui. Ah oui, non, mais je parle pas du tout du jeu, je parle pas du physique. Non, c'est pas les mêmes, mais ouais. Je veux dire, dans la capacité, à 13 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, il fait la même chose que si nous, on allait taper notre première balle de tennis et que c'était légèrement avec des potes, c'est la même chose pour lui. Il a l'air d'être totalement sensible à la pression. Aux États-Unis, Max, on est très friand des top 10, des classements, des mises en perspective. Nous, il y a quelques mois, à l'équipe, on s'était amusé à dresser un classement des 10 meilleurs Européens de l'histoire de la NBA, selon nous. Alors, je vais te le donner rapidement pour te rafraîchir la mémoire. En numéro 1, on avait Nowitzki, en 2, Parker, en 3, Gasol, en 4, Kukoc, en 5, Petrovic, en 6, Antetokounmpo, en 7, Detlef Schrempf, en 8, Pau, Gasol, en 9, Vlade Divac et en 10, Porzingis. Est-ce qu'à ton avis, Luka Doncic, au terme de sa carrière, il sera dans ce top 10 et à quelle place? Et puis vous allez me ressortir l'extrait quand... Oui, absolument. Il a le potentiel pour être le numéro 1 de cette liste. Ce serait surprenant qu'il ne soit pas dans le top 10. Après, il y a des joueurs comme Antetokounmpo qui vont certainement grimper dans cette liste. D'autres qui... les frères Gasol, par exemple, on imagine... ils ont plutôt fait leur carrière. Donc
Top 10, ça me semble, sauf blessure, évident. Top 5, ce serait normal vu ce qu'on a vu jusque-là. Top 1, après ça dépendra des titres qu'il aura été capable de ramener, titres individuels et collectifs qu'il sera capable de ramener à Dallas ou ailleurs s'il évolue ailleurs. Ouais, Nowitzki, pour l'heure, je te coupe, Nowitzki dont on parlait tout à l'heure, c'est le seul Européen MVP de la saison régulière. Voilà, c'est en ça que je parlais de titres individuels. Il a amené un titre à NBA à Dallas et un titre individuel le plus gros de toute la ligue. Donc c'est vrai que ça, après, c'est difficile à contrôler aussi parce que ça peut dépendre de plein de choses, de la concurrence qu'il y a à ce moment-là. Est-ce qu'il y a peut-être un peu moins d'énormes joueurs qu'à une autre période? Voilà, ça va être tout l'exercice qui fait tant parler de comparer les époques. Mais top 5, top 3, ça paraît à l'heure actuelle, et s'il poursuit sur la même trajectoire, naturel. Tout dépendra aussi, je pense, de sa longévité en NBA. Parce qu'il y a des joueurs dans la liste que Guillaume vient de citer. Drazen Petrovic, dont on parlait tellement, il n'a fait que 4 saisons en NBA. Voilà. Donc on souhaite à Luka Doncic d'en faire beaucoup plus et justement de ramener encore plus de trophées individuels, d'étoffer son palmarès et de grimper, pourquoi pas, effectivement, dans le top 5 de cette liste des meilleurs Européens vus sur un parquet NBA. Tous les joueurs que vous avez cités là sont du moins les premiers, de Nowitzki à Parker, Gasol, c'est les 3 premiers. Sont des joueurs qui ont des énormes carrières internationales avec leur sélection. Je suis pas certain que Luka Doncic fasse une carrière immense avec la Slovénie qui a des limites intrinsèques. Le jour où Dragic arrêtera, il n'y a pas de réservoir et ça va être compliqué. Et surtout, parce que là, ce que je dis là sur la Slovénie, peut-être qu'il a très envie, qu'il ira. Mais la Slovénie n'est pas qualifiée pour la prochaine Coupe elle vient du de Monde. rater sa qualification pour. Oui, déjà, elle n'ira pas à la Coupe du Monde. Alors après, il y a toujours les histoires de wildcard, qui fait qu'elle sera peut-être repêchée par la Manche. C'est un peu trop compliqué la FIBA aujourd'hui pour aborder le sujet, mais le truc, c'est que je pense qu'à un moment la Slovénie sera faible, et je pense que c'est les clubs NBA et notamment Dallas, qui est pas réputé pour libérer facilement les joueurs, va mettre des freins, et ça va rendre la comparaison compliquée. Justement, Dallas, c'est le dernier point que j'aimerais. Pardon de couper, mais il a déjà un titre européen quand même avec l'équipe nationale. Oui. Mais ce que Xavier veut dire, ce sera peut-être le dernier, en fait. Voilà, le seul. Oui, mais il l'a déjà. Enfin, c'est pas comme s'il avait jamais rien fait avec l'équipe nationale non plus. On peut pas qu'il ait pas 5 podiums. Je l'entends tout à fait, mais il l'aura fait peut-être à la seule période où c'était possible compte tenu du réservoir. Donc je suis pas sûr que ce soit retenu autant contre lui que s'il venait d'un pays avec un réservoir plus important. Mais n'oublie pas que ce bilan-là, on le fera dans 15 ans, et dans 15 ans, ça sera loin. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à Dallas. Xavier disait à l'instant, Dallas, c'est pas la franchise qui libère le plus facilement ses joueurs pour les compétitions internationales. Est-ce que Dallas, c'est la franchise idéale pour se bâtir un gros palmarès NBA ? Sous-entendu, est-ce que une fois que le contrat garanti de Luka Doncic arrivera à son terme, est-ce que le garçon n'aurait pas intérêt à aller voir ailleurs plutôt que de rester dans le Texas, même s'il fait très beau? Max, tu veux répondre? Parce que moi, sinon, j'ai mon idée là-dessus, mais je pense que c'est pas... Toi qui connais bien le Texas, Max. C'est tellement difficile parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs dominants aujourd'hui qui commencent à arriver sur le dernier tiers de la carrière. Donc, le moment où son contrat sera terminé sera probablement le moment où LeBron sera soit dans un rôle secondaire, soit prendra sa retraite. Les joueurs de Golden State qui sont actuellement le maître étalon de la ligue aussi commenceront à être sur les 33-34 ans, donc seront sans doute plus aussi dominants qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est difficile d'anticiper quel sera le paysage de la NBA à ce moment-là. Dallas peut être une destination. C'est une équipe qui a quand même été régulière à haut niveau pendant des années. Aujourd'hui, c'est pas une équipe de premier plan, c'est sûr. Mais savoir qui, dans 3-4 ans, sera une équipe de premier plan... Mais est-ce qu'il ne faut pas s'orienter... Je ne suis pas sûr qu'en 2012, 2013, les gens aient pu prévoir que Golden State serait aussi dominant pendant aussi longtemps depuis 2015. Est-ce qu'il ne faut pas pour lui s'orienter vers un marché plus costaud, sur une franchise plus prestigieuse ? Parce que c'est ça aussi dont il peut être question. Pour lui, pour son rayonnement à lui, j'entends.
je pense que son rayonnement, il va l'assurer individuellement. De toute façon, c'est déjà en train de devenir un vrai personnage, alors que voilà, comme on disait, c'est un Européen, il a 26 matchs. Il y a déjà une chanson à sa gloire qui s'appelle Alléluia, qui est une reprise de Alléluia de Leonard Cohen. Donc c'est déjà en train. Il y a ces petites attitudes un peu marrantes qu'on l'a vu après avoir délivré une passe décisive à DeAndre Jordan. Il s'est mis à faire une espèce de petite danse toute bizarre. L'autre jour, il a raté, il y a un coéquipier qui l'a snobé sur un high five. Ça a fait le tour de toutes les émissions et de tous les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il peut devenir ce genre de joueur qui transcende le côté petit marché, comme ce qu'Antetokounmpo est en train de devenir aussi à Milwaukee. C'est pas un très bon marché, donc c'est des personnages qui sont tellement forts que ils vont au-delà de ça. LeBron à Cleveland aussi. Cleveland, c'est un marché historique, mais c'est pas non plus un énorme marché de la NBA. Donc, tout comme San Antonio d'ailleurs. C'est un problème pour lui. Et puis, ça peut empêcher Parker de faire une carrière qui est celle qu'on connaît, alors que San Antonio est réputé pour être un des plus petits marchés de NBA, avec des médias évidemment qui sont très limités, etc. Ça a toujours été un thème récurrent dans la carrière de Tony Parker. Tu n'aurais pas pu choisir une équipe avec un marché plus porteur, des médias plus porteurs. Ça ne l'a pas empêché, en restant à San Antonio, de gagner des titres, d'avoir des bagouses, de faire sa carrière. Et puis, je suppose qu'il n'a pas de regrets, à part le fait que ça s'est terminé peut-être pas tout à fait comme il le voulait, mais je veux dire, ça l'a porté toute sa carrière, et pourtant c'est pas en termes de marché, puisque c'est ce qui nous occupe. San Antonio, c'est vraiment pas le gratin de la NBA. Puis il y a un point clé quand même qui me paraît vraiment essentiel, c'est l'idée que quand on arrive en NBA, on peut tomber dans le mauvais contexte. Parlez-en à Boris Dio. Même si évidemment Boris n'avait pas l'aura de Doncic quand il arrive en NBA, mais là il arrive dans un club qui est amoureux de lui, dont le président ne jure que par lui, et ce président a quand même montré que malgré son excentricité, donc c'est Mark Cuban, jeune milliardaire, enfin quinquagénaire milliardaire, donc il a quand même montré que quand il aimait, il était fidèle. Ça fait 21 ans que Nowitzki est là-bas. Voilà, donc je pense qu'ils vont lui laisser du temps, ils vont construire autour de lui. C'est pas un petit marché non plus, hein. C'est pas Sacramento ou Indiana. Hein. Non, mais je voulais l'envoyer aux Lakers pour être clair. On avait très bien compris. Oui. Mais je sais pas une si grande franchise. Mais sauf qu'en attendant qu'il puisse aller aux Lakers ou qu'il souhaite un jour aller aux Lakers, je sais pas si c'est vraiment ce dont il a envie, ils peuvent construire quelque chose autour de lui. C'est dit, New York est un très gros marché aussi, hein. Mais alors quelle équipe de losers. Ouais, une franchise qui gagne pas grand-chose, mais j'ai l'impression que depuis que Max est arrivé, ça va mieux, non ? Non. Et du côté, il y a des petits moments où on se dit et puis finalement non. C'est assez déprimant, ouais, mais bon, voilà, ça vaudrait 2 ou 3 podcasts à lui tout seul, le sujet pourquoi les New York Knicks n'y arrivent pas. Et la dépression, est-ce qu'elle touche pas un petit peu Atlanta, qui aurait pu finalement garder Luka Doncic, qui en avait la possibilité réglementaire en tout cas. Il n'y a pas de regret par rapport. On voit bien dans les médias américains le match entre Trae Young et lui, hein, qui est souvent monté en épingle. Mais il n'y a pas de regret du tout côté d'Atlanta. Je pense pas. Ils ont aussi récupéré un premier tour de draft. Je suis pas sûr que ce soit l'an prochain, mais dans un an ou deux. Donc c'était pas juste un échange sec Doncic pour Trae Young. Trae Young, il connaît des gros matchs sans, mais il connaît aussi des matchs avec, et je pense qu'ils sont plutôt satisfaits de ce qu'ils ont. Et de toute façon, Atlanta était dans une perspective de se développer un peu plus moyen terme que Dallas, qui voulait y arriver un petit peu, enfin vraiment se relancer tout de suite. Atlanta est plutôt être une équipe qui compte dans 2-3 ans, donc c'est vrai que le profil d'un Trae Young correspondait mieux à cette approche-là, plutôt que de gâcher, entre guillemets, les 2 premières saisons de Doncic, qui est prêt dans une équipe qui va pas jouer grand-chose dans la conférence Est. Bon, nous, on se retrouvera d'ici 2-3 ans pour refaire un podcast sur Luka Doncic au moment de sa signature aux Lakers. Le moment de vous remercier tous les 3. Max, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Lily, merci beaucoup. À la semaine prochaine également. Xavier, merci beaucoup. À la semaine prochaine.